et de la jurisprudence. Nous appelons maintenant Grégory Katz, qui s'intéresse beaucoup à l'évaluation de la qualité et qui est professeur à Paris Descartes. Il est notre voisin. Grégory, tu as la parole. Titulaire de la chaire Innovation et Valeurs des Soins et également président fondateur de PromptTime, qui est une société de data science missionnée par le ministère de la Santé et l'Assurance Maladie pour valoriser la pertinence et la transparence des soins, notamment pour la chirurgie de la cataracte, mais également pour les troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs et d'autres pathologies comme le diabète ou la maladie rénale chronique. Le point de départ de mon intervention, qui porte sur le benchmark, c'est un exemple de benchmark. Effectivement, on est tous conscients que les indicateurs de qualité en santé se sont jusqu'à présent centrés sur des critères de moyens, des checklists, et non pas des critères de résultats. Et qu'est-ce qu'on entend par résultat? Vous voyez ici qu'en Belgique, le taux de mortalité pour un cancer rectal varie de 700% selon que vous vous faites traiter à Louvain ou à Bruxelles. En Allemagne, l'incontinence sévère après une prostatectomie radicale varie de 1100% selon que vous êtes opéré à Hambourg ou à Berlin. Et pour la cataracte, la variation des complications capsulaires varie de 3100% selon que vous êtes traité à Malmö ou à Stockholm. Alors, cette slide est choquante à de nombreux niveaux. D'abord, pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'un nombre limité de drapeaux sur cette slide? Où est la France? Où est l'Italie? Où est l'Espagne? Deuxième point, on comprend, vu l'amplitude de la variation, que des acteurs hospitaliers ou des chirurgiens qui ratent des opérations et qui ont un taux de réintervention supérieur sont payés plus, puisqu'on est dans un système de paiement au volume, que ceux qui ne ratent pas et qui n'ont pas cet incitatif financier, puisqu'ils ont une seule intervention. L'autre point qui est particulièrement choquant, c'est que les praticiens eux-mêmes n'ont pas accès aux résultats de ces benchmarks. Et le fait qu'il y ait une opacité sur les résultats des soins prive les chirurgiens de toute possibilité d'amélioration en détectant et en identifiant des équipes chirurgicales qui auraient de meilleurs résultats pour pouvoir se rapprocher d'elles et, à travers un dialogue de pair à pair, se former, interroger leurs pratiques et transformer leurs résultats. L'autre point qui est choquant, c'est que les patients eux-mêmes sont maintenus dans l'opacité. Ils ne savent pas comment s'orienter vers l'équipe qui a les meilleurs taux en termes de résultats ou les taux les plus faibles en termes de complications. Eh bien, ça aussi, c'est choquant dès lors que le patient et l'usager du système de santé est également payeur de ce système. Et le dernier point qui est également navrant, c'est qu'après tant de décennies de bonnes pratiques, de checklists, de randomized control trial, d'evidence-based medicine, on arrive encore à ces niveaux de variation en termes de résultats. Quand on est incapable aujourd'hui pour une chirurgie de la cataracte de reproduire un acte d'un hôpital X à un hôpital Y, avec des variations de 3100%, je ne parle pas de 31%, je parle de 3100%, c'est qu'en réalité, il faut bien l'avouer, nous vivons dans une ère pré-industrielle. L'industrialisation, c'est de pouvoir reproduire de manière systématique, avec très très peu de variations, le même acte. Et le fait qu'on soit, alors que beaucoup de ces données sont ajustées au profil de sévérité des patients, dans les groupes homogènes de sévérité, on est incapable aujourd'hui, dans des pays qui ont des niveaux de santé publique équivalents à celui de la France, on est incapable aujourd'hui de reproduire les mêmes actes. Donc, il y a nécessité de comparer, il y a nécessité d'apprendre et de progresser. Le problème, c'est qu'on a une myriade d'indicateurs. Et que sur tous ces indicateurs que vous voyez à l'écran, je suis persuadé que nous avons de nombreuses heures de discussion sur quelle est la définition à adopter, notamment sur l'expérience patient, la qualité des soins, la satisfaction du patient. Concept assez nébuleux. Et le patient lui-même s'y perd
car aujourd'hui, des instruments sur l'expérience comme ISATIS déployés par la HAS, avec tout le mérite que ces instruments ont, évaluent la qualité hôtelière d'un séjour hospitalier, comme la qualité du plateau repas, la propreté de la chambre ou la qualité de la communication avec l'équipe soignante, mais n'évaluent pas la qualité de vie du patient. Or, ce que vient chercher le patient quand il vient chercher un soin, ce n'est pas le soin qu'il vient chercher, c'est un gain de santé. Or, on ne mesure pas les gains de santé des soins que l'on finance. Je voudrais juste faire un petit aparté sur ces définitions qui sont fondamentales, sans quoi le benchmark dont on va parler n'a pas de sens. On confond souvent l'expérience avec le résultat. L'expérience patient qu'on appelle PREM, Patient Reported Experience Measure, et les PROM, c'est-à-dire le résultat final du soin que l'on mesure par la qualité de vie et la récupération fonctionnelle. Le confort et la communication sont des critères hôteliers. TripAdvisor, Star Rating. Un bon hôtel est un endroit où on espère revenir. Un bon hôpital est un endroit où on n'a pas besoin de revenir. On ne peut pas continuer d'utiliser l'acronyme PROM-PREMS comme s'ils étaient frères jumeaux. On ne peut pas les mettre sur un pied d'égalité. Les Patient Reported Outcome Measures, qualité de vie, récupération fonctionnelle, mesurent le succès d'un épisode de soins. Et on doit ajuster au profil de sévérité ce succès selon les patients plus ou moins sévères et selon leur comorbidité. Autrement dit, on ne peut pas considérer comme un groupe homogène des patients avec différents types de facteurs sociodémographiques et de comorbidité. Autrement dit, ce que l'on est en train de voir aujourd'hui, c'est beaucoup d'établissements qui, au motif que le PREM est rapporté par le patient, considèrent qu'il coche la case de l'écoute du patient sur des critères hôteliers pour s'exonérer du devoir de mesurer les outcomes, c'est-à-dire ce qui intéresse le patient. Et il y a une sorte de tour de passe-passe où le PREM devient l'alibi du PROM pour justement ne pas avoir à mesurer avec les case mix et toute la méthodologie que ça représente, pour ne pas avoir à passer par ce chemin qui est effectivement longanime, chronophage, scientifiquement difficile à réaliser. Eh bien, on considère que le PREM exonère de la collecte du PROM, ce qui ne doit pas être le cas. Je vais même encore pousser le bouchon plus loin. L'output médical, l'output clinique, qui est quand même un niveau supérieur, bien supérieur en termes d'objectivation du résultat des soins, a aujourd'hui atteint un seuil, une limite, car le patient ne veut pas seulement avoir un bon niveau de PSA, ça intéresse le chirurgien, ça intéresse le payeur, mais si on s'en rend bien compte, le PSA n'intéresse pas vraiment le patient. Le patient, il veut vérifier qu'il aura en fait, qu'il n'aura pas d'incontinence pour le restant de ses jours. Le PSA, pour lui, c'est un proxy technique. Il ne comprend pas. Vous prenez le patient obèse, il ne s'intéresse pas à l'IMC. Le patient obèse va regarder son niveau d'autonomie pour lasser ses chaussures seul le matin. C'est ça qui l'intéresse, ça lui parle. Ça, c'est des PROM. Pareil pour la chirurgie de la cataracte. L'acuité visuelle ne reflète pas nécessairement le confort dans ses activités quotidiennes. Il faut demander au patient quelque chose de plus, comme pour le diabète. La glycémie ne mesure pas si le patient est déprimé par son régime alimentaire. Autrement dit, la qualité de vie, ce n'est pas l'output clinique. Autrement dit, on revient à la OMS qui consiste en fait à mesurer un état de bien-être physique, mental, social. L'absence de pathologie ou d'infirmité ne correspond pas nécessairement à cet état de bien-être. Or, les outputs cliniques ne mesurent que des indicateurs physiques, physiologiques, et non pas psychologiques ou sociaux. Autrement dit, il y a un énorme trou dans la raquette. Et ce trou dans la raquette, c'est le PROM, c'est-à-dire la qualité de vie qu'il faut demander aux patients et ajuster au profil de sévérité. C'est pour ça que la définition de la valeur et du benchmark repose sur une équation, un ratio. L'outcome qui importe le plus aux patients, car il y a une myriade d'indicateurs, il faut hiérarchiser ces indicateurs, rapporté au coût pour atteindre cet outcome. Et le coût n'est pas un coût de produit de santé, d'un implant, d'un médicament, mais le coût d'un parcours de soins. Et là aussi, on a énormément de retard dans la mesure de ces coûts qui reste un blind spot pour le payeur et une black box pour le directeur d'établissement. Ce n'est pas du lean management,
Ce n'est pas du Health Technology Assessment, ce n'est pas du Cost Containment. Pourquoi ce n'est pas du Lean? Parce qu'on ne va pas sélectionner uniquement des étapes inutiles dans le parcours. On va regarder avant tout quel est l'impact de ces étapes sur l'outcome. On ne va pas non plus mesurer uniquement le coût avec une approche micro-costing. On va vérifier que ce coût est relatif à un outcome et on travaille à isopérimètre. On n'est pas non plus dans du market access ou du Health Economic Outcome Research. Ces disciplines de médico-économie s'intéressent à un produit de santé. Là, on travaille sur un parcours de soins qui intègre différents produits de santé. Pour la faire courte, montre-moi tes résultats. Je te dirai si tes pratiques et les moyens que tu as mobilisés sont pertinents. Mais mesurons le résultat. Choosing wisely, très bien, mais c'est une approche négative. C'est-à-dire qu'on veut regarder ce qu'il ne faut pas faire. Et si vous avez 2 ou 3 comorbidités, il va falloir regarder 3 ou 4 checklists pour vérifier ce qu'il ne faut pas faire. Mais laissons les praticiens libres de choisir. Par contre, il est nécessaire que les praticiens se mesurent et se comparent pour détecter quel est le parcours qui génère le plus grand bénéfice clinique pour le patient en termes de qualité de vie, afin que le praticien choisisse librement de modifier ses pratiques par un dialogue de pair à pair et de comparaison. Prenons le cancer du sein. Vous avez ici un instrument standardisé qui mesure pas seulement la survie ou la progression-free survival, mais qui mesure la dépression, la douleur, la fatigue, l'image que l'on peut avoir de soi, tout ce qui est dysfonctionnement sexuel, ainsi que la qualité de vie. On va le faire avec une chronologie de mesure, avec un calendrier de collecte de données et à travers un système de scoring et de coefficients, on arrive selon le case mix de patient, selon son profil de sévérité, avec une soustraction toute simple à soustraire le score après moins le score avant, et vous avez en fait, par cette différence, le gain de santé que le traitement a généré sur un intervalle de temps. On rentre dans une ère de puissance normative. Vous voyez ici l'International Consortium for Health Outcome Measures, ICHOM, qui travaille comme l'OCDE sur une normatisation, excusez-moi, puissance normative qui vise à créer une norme de manière à mesurer selon certains critères à la fois les outputs cliniques rapportés par le clinicien, PSA par exemple, mais aussi la qualité ressentie par le patient. Car la vérité sur la qualité, c'est sans doute à l'interface de ces 2 domaines qui sont rapportés par le clinicien, le chirurgien, et rapportés par le patient. Les 2 ont leur intérêt pour évaluer la qualité à travers un registre comparatif. Alors, comment crée-t-on ce registre? Si on parle de benchmark, le socle du benchmark, c'est le registre. Et le registre en vie réelle. Pas un registre contrôlé. Si on a un registre contrôlé où on va créer une inclusion, on va nécessairement travailler sur des données de vie irréelles, c'est-à-dire des données où le chirurgien ou le patient, l'infirmière, va suivre un protocole tellement rigoureux, monitoré par des arcs, par des techs, qui font qu'on ne dévie jamais. Il y a également une observance du patient, ce qu'on sait être faux dans la vraie vie. Et donc, le principe du registre de données de vie réelle, c'est de travailler sur des données sales, profondes, très larges, avec des case mix de patients pour regarder la variation. Et donc, c'est comme vous l'indiquiez, il y a effectivement une transformation du niveau de preuve des RCT où on voit progressivement émerger ce nouveau modèle de données de vie réelle. Comment crée-t-on un registre? Mon équipe a été missionnée par l'Union européenne pour produire une méthodologie de référence sur la création de ces données de vie réelle qu'on appelle le Value-Based Healthcare, c'est-à-dire le ratio de la valeur avec l'outcome divisé par le coût. Et cette méthodologie comprend 9 étapes, avec notamment 5 grandes parties qui sont de enregistrer les données avec une scorecard, avec une plateforme digitale, de les benchmarker, ce qui est l'objet de l'intervention, ensuite d'investir et d'avoir un retour sur investissement, c'est-à-dire d'encourager, pas seulement financièrement, mais aussi psychologiquement, avec des incitations intrinsèques et extrinsèques, et puis créer une communauté apprenante qui vise, par des cycles itératifs, à progresser selon un dialogue de pair à pair en se comparant, et enfin, des collaborations avec des payeurs publics, privés, des sociétés savantes, des associations de patients et des fabricants, des industriels. Le modèle, c'est celui qu'on développe aujourd'hui en France, où on a rattrapé un retard considérable, on est même pionnier en Europe. Vous avez ici des acteurs et des parties prenantes que vous connaissez bien, et des équipes qui se comparent, ABC. Elles se comparent en silo. Elles vont chacune bricoler une scorecard
avec certains indicateurs, PROM, CROM, PREM, qui vont être différents de l'équipe B et de l'équipe C. Et comme chacun bricole, on ne standardise pas la comparaison, on ne peut pas se comparer. Et en plus, on se regarde dans le miroir parce que personne ne veut ouvrir le kimono, personne n'ose regarder les données des confrères et dire « peut-être que je peux m'améliorer ». Eh bien, l'idée de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire de ces registres et du benchmark, c'est de comparer et montrer que l'équipe C, qui ne sait pas qu'elle a de meilleurs résultats, puisse être partagée ses résultats avec l'équipe A et B. Cette communauté apprenante, par des benchmarks sur les gains de santé, visualise et partage de manière transparente ces résultats avec toutes les parties prenantes, avec deux impacts, la rémunération et la réputation. La rémunération, c'est l'outcome-based payment, paiement résultat, on y vient. Et également l'achat hospitalier, pour ne plus acheter des boîtes, mais acheter des outcomes. Pour ça, il faut un registre. L'autre point, c'est la réputation, c'est-à-dire l'adressage de patients. Également, l'accès à des innovations de rupture qui viennent spontanément vers des équipes qui ont les meilleurs résultats et donc qui permettent aussi de vérifier à travers ces registres en vie réelle, sans attendre un registre, sans attendre un RCT, pardon, de démontrer en fait quel est ce résultat et comment l'objectiver. Cet agenda qui est unifié, qui aligne en fait tous ces acteurs est difficile à réaliser. C'est ce que nous faisons nous en France avec une association sans but lucratif, le consortium, qui mobilise les CNP par exemple d'ophtalmologie, la Fédération des usagers comme France Asso, avec également le CHU de Nantes, Reza qui nous rejoint également en tant qu'acheteur hospitalier public, des syndicats, et puis à côté, vous avez des industriels, le ministère, le payeur public et des sociétés savantes. Un comité scientifique définit les case mix de patients et un comité d'intégrité de la donnée vérifie les conflits d'intérêts et la sélection adverse de patients. Tout ça, c'est une architecture holistique qui n'est pas triviale. Ça demande une standardisation des indicateurs, ça demande une dématérialisation de la collecte pour ne pas ralentir la file active, ça demande une comparaison, un audit également des données, des incitations, un partage des données, avec le grand public également, et puis également une communauté apprenante de professionnels volontaires et surtout une gouvernance qui, avec des experts, pourront définir un cadre à la fois scientifique et déontologique. Alors, ces registres ont démontré une puissance absolument incroyable. Vous voyez par exemple que cette gouvernance aux Pays-Bas, avec le Dutch Institute of Clinical Auditing, qui est tiers de confiance, qui audite les résultats, ce qui est en train de devenir prime time en France, eh bien, a permis, avec un registre sur le cancer rectal, de diminuer de manière drastique les taux de complications. Vous voyez, chaque point, c'est un établissement, une équipe médicale. En l'espace de 4 ans, le taux de mortalité intra-hospitalière a diminué de 43% en 4 ans. Comment ont-ils fait? La transparence, le miroir. On ne dit à personne ce qu'il ne doit pas faire. On vous compare entre vous. Et derrière, tout sujet éclairé modifie son comportement. Eh bien, on a cette réaction mimétique de dire s'ils le font, on peut le faire. Et tous les points se regroupent. On a le même phénomène dans de nombreux pays. Mais vous voyez par exemple que, toujours aux Pays-Bas, sur une mastectomie, donc pour le cancer du sein, vous voyez que l'hôpital San Antonio, par exemple, en se comparant avec l'hôpital Catarina, a diminué en fait son taux de réintervention après une mastectomie de 71%, uniquement en améliorant le wound flushing. Vous voyez qu'il y a une conséquence directe du benchmark nominatif. Quand on parle de benchmark, on se dit toujours c'est du flicage, c'est de la stigmatisation. Où est la police? Qu'est-ce que je vais encourir? Alors qu'en réalité, c'est aussi l'occasion de détecter les équipes leaders et de se former auprès d'elles pour s'améliorer dans l'intérêt du patient et de la santé publique. On a pareil en Suède, sur les coronaropathies, vous voyez en fait le pouvoir de la transparence, l'année en pointillé où les résultats avec ce score composite sur la qualité des outcomes est rendu public. L'année en 2006, vous voyez en fait que la progression des hôpitaux est de 22% en moyenne et pour ceux qui sont en retard, en dessous de la moyenne, est de 40%. Ce cycle itératif, on le retrouve dans de nombreux établissements, à Uppsala par exemple, c'est la logique du Plan Do Study Act. Je vais regarder mes process, je vais les modifier, je vais analyser les résultats, je vais les benchmarker et on n'est pas dans un cycle qui se ferme, on est dans une spirale, c'est-à-dire qu'on s'améliore au fur et à mesure. Ce miroir, c'est un miroir pour progresser et pas seulement un miroir pour
pour comparer. On a des initiatives dans de nombreux pays comme en Grande-Bretagne qui ont mis en place ces benchmarks nominatifs, établissement par établissement. Spire le fait également en comparant pour la prothèse de hanche ses résultats à ceux du NHS. Aux États-Unis, on a également Hospital Compare, qui est un site web qui permet non seulement de comparer les complications, les réadmissions, le taux de mortalité, mais également la valeur des soins. Et les benchmarks aujourd'hui se généralisent avec des rankings qui ne sont plus comme ceux du Point qui valent ce qu'ils valent, mais des rankings comme celui de Newsweek qui aujourd'hui intègrent les PROM pour classer les établissements avec un scoring et un bonus. Voilà, en conclusion, ce que fait aujourd'hui notre équipe, c'est que avec le mandat qui nous a été confié par le ministère et l'assurance maladie, on a un arrêté qui nous permet de déroger au droit commun à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'on peut benchmarker les gains de santé des patients avec des scores nominatifs, ce que le Code de la santé publique ne permet pas de faire aujourd'hui. Donc on le fait à titre expérimental, dans la perspective d'une généralisation. Et le deuxième point, c'est qu'on attribue un financement incitatif à la transparence de 30 € à chaque fois que le chirurgien accepte de partager ses résultats. Et bien évidemment, on a des audits pour vérifier que les cas complexes ou les mauvais résultats ne sont pas passés sous le tapis. Donc l'idée, c'est également de travailler sur l'intégrité de la donnée. Donc on a bien sûr calibré l'instrument avec la Société savante européenne, et on a digitalisé la collecte avec une solution interopérable avec les soft métiers dans chaque établissement pour généraliser et des dashboards pour les praticiens avant-après, pour qu'ils puissent détecter quand le service médical rendu est insuffisant, autrement dit quand le patient n'aurait peut-être pas dû être opéré, ce qui permet à terme non seulement de benchmarker les praticiens entre eux, mais également de détecter à quel moment, à quel seuil, de quantifier les seuils d'indication pour lesquels le service médical rendu sera optimal. On passe d'une ère où on avait une auto-évaluation du praticien fondée sur une obligation de moyens à une ère où cette évaluation n'est pas seulement descendante, mais également ascendante, où le patient également évalue son praticien à travers des scores objectivés par des tiers de confiance et rendus publics, ce qui permet aussi à tout le système de santé de progresser. Je vous remercie. Merci beaucoup, Grégory, pour cet exposé très complet et très complexe. Je voudrais lancer le débat par un peu une question provocatrice. Est-ce que actuellement on continue à parler du rôle des assureurs dans la définition de la qualité des praticiens et des établissements? Le rôle des assureurs dans le monde actuarial est fondé sur la sinistralité. Oui. Et ça repose sur l'idée de performance du soin, c'est-à-dire de taux de complication principalement. Un soin performant n'est pas nécessairement pertinent, c'est-à-dire un soin sans complication n'a pas nécessairement un gain de santé pour le patient. Et on se rend compte, pour la cataracte notamment, au Pays de Galles, le NHS a découvert que 30% des chirurgies de la cataracte avaient un bénéfice nul ou négatif pour le patient, alors qu'il n'y a eu que 1,4% de complications. Donc ce sont des soins performants pour lesquels le chirurgien a bien travaillé techniquement, mais ce sont des soins non pertinents. Et le fait qu'on rembourse des soins non pertinents à peu près à 1 000 pounds par œil, dans 30% des cas, fait que derrière, il est difficile d'avoir des financements pour l'innovation. L'idée, en fait, c'est de faire des économies sur des soins non pertinents en équipant, en dotant les praticiens d'outils quantifiant quand est-ce qu'ils ont un gain de santé positif, en les laissant libres également de choisir les patients qu'ils vont opérer ou pas, de manière également à réaffecter certaines économies générées par des volumes restreints d'actes non pertinents. On gaspille moins et on réinvestit plus dans l'innovation qui génère des gains de santé. Richard. Je voulais d'abord vous féliciter pour soulever un problème pour avoir numérisé, j'allais dire, un problème qui est évoqué dans toutes nos équipes, mais faire une remarque, si vous voulez, qui me tient, et en particulier, on va prendre l'exemple que vous avez bien donné du cancer du sein. Nous faisions dans notre service les étoiles, telles que vous les avez montrées, avec les 7 items, mais il y a une chose qui manque, fondamentale, c'est qu'on utilise une donnée carcinologique, il manque une donnée carcinologique fondamentale sur un cancer qui tue très peu, finalement, et dont la durée de vie, ce n'est pas à 10 ans, c'est à 15 ans. Et donc, dans ces outils de benchmarking
notamment dans cette qualité de vie post-opératoire de la chirurgie du sein, il manque à mon avis une chose qu'on ne peut pas avoir, mais qu'on aura peut-être à long terme, de savoir combien va vivre Madame X, qui a eu un benchmarking de grande qualité parce qu'elle est dans une équipe qui va très bien, par rapport à Madame Y qui effectivement... Parce que sinon on arrive à une chose, on va mourir en bonne santé, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est à mon avis en carcinologie un problème, puisque en carcinologie, on utilisait la première chose, et ce n'est pas nouveau. Je vous rappelle que les benchmarkings sur la survie existent, puisque des instituts, tous les grands CLC français publient, enfin parfois confidentiellement certes, mais leur survie. Et donc le problème qui va se poser dans cette démarche-là, et j'aimerais bien avoir votre avis, c'est comment intégrer en oncologie la survie et en même temps une donnée du benchmarking. Parce qu'il est peut-être très très bien, et c'est vrai que le problème par exemple pour vivre sans poche, pour vivre encore en chirurgie digestive, etc. Donc c'est un truc très très difficile puisqu'on est en pleine désescalade thérapeutique. On essaye de faire le mieux, je me tourne vers les urologues, on essaye d'avoir une érection après chirurgie de la prostate, etc. etc. Et donc comment dans cet outil-là, on intégrera quelque chose qui est fondamental en oncologie, qui est la survie des patients? Ça restera fondamental, mais en mesurant la qualité de vie, on mesure la vie. Et donc si le patient ne répond pas à son questionnaire de qualité de vie... Non, mais on est dans le problème philosophique. Est-ce qu'il vaut mieux vivre de bonne qualité moins longtemps? Et donc, ce n'est pas si facile que ça, je trouve, en oncologie. C'est vrai, mais le fait qu'on ne résolve pas cette question ici ne doit pas nous dédouaner du fait qu'on doive mesurer également la qualité de vie du patient. Donc, commençons par la mesurer, croisons les taux de mortalité avec la qualité de vie et hiérarchisons selon... des strates de population homogènes pour regarder si certains types de profils de sévérité ont peut-être plus d'attentes sur la longévité par rapport à la qualité de vie, mais il y a de toute façon beaucoup à apprendre en écoutant en fait le patient, en essayant d'objectiver des données subjectives. Maxime Ross. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'avais deux questions. Une qui est sur la proposition de valeur de PromptTime et sur la durée de mise en place que vous estimez. Parce que là, je pense qu'il y a plusieurs facteurs à croiser, que ce soit le nombre de centres qui vont participer, le nombre de pathologies qui sont étudiées. Dans votre proposition de valeur, vous tablez ça, ou l'échéancier que vous créez, il est fait comment? C'est ma question première, puisqu'en plus là on comprend que c'est la cataracte, mais ça ne serait que le début pour pouvoir le mettre à grande échelle. Ensuite, et je vais volontairement parler des classements qui étaient sortis dans de grandes revues nationales, des classements d'hôpitaux qui étaient faits par établissement de santé et par acte, qui ont été beaucoup critiqués, peut-être parce que justement on ne prend pas en compte effectivement les bons indices, mais quoi qu'il en soit, qu'il y a eu, je pense, déjà permis aussi d'ouvrir la porte vers le fait qu'il faille plus de transparence et que le nom pouvait apparaître maintenant dans des journaux. On parle des classements du point, etc. par exemple. Voilà, donc la première chose, c'était par rapport à un échéancier quand vous devez le mettre en place, comment vous allez procéder, et ensuite votre critique par rapport à ces classements-là. 3 ans environ pour créer un registre entre l'instant où on arrive à détecter des équipes volontaires et où les benchmarks sont intégrés de manière totalement routinière. Et ce que fait PromptTime, en fait, c'est toute cette ingénierie et cette dimension, cette architecture holistique à 360 avec, bien sûr, la scorecard. Il y a une vraie dimension scientifique où on associe la profession, le CNP, la société savante, etc., jusqu'à la digitalisation, jusqu'au benchmark, jusqu'à l'incitatif financier, ce qui est, par exemple, pas anodin, puisque aujourd'hui, on ne paye pas 30 €, le ministère et l'assurance maladie ne payent pas ce financement incitatif de 30 € pour collecter des données. On paye les 30 € pour que le praticien comprenne et accepte l'idée qu'il partage sa réputation quantifiée par un tiers de confiance sur la place publique. Et il y a un frein psychologique à cela que l'incitation financière a pour but de surmonter. Donc, on l'expérimente, ça va forcément, il y aura forcément des améliorations, mais la proposition de valeur de PromptTime, c'est de mesurer les gains de santé et finalement de rendre les gains de santé visibles et le choix des patients possible, le choix des praticiens également possible, l'amélioration des praticiens possible. C'est ça la proposition de valeur de PromptTime. Alors, concernant votre deuxième question, elle touchait, excusez-moi, sur les grands classements. Alors, sur les classements, on est sur du volume et ce qu'on appelle le Net Promoting Score, c'est-à-dire, en gros, est-ce que vous recommanderiez telle équipe?
Et bien évidemment, soit on est très fâché contre l'équipe, soit on est extrêmement affable sur cette équipe. Mais entre les deux, généralement, on a un no man's land qui représente près de 80% des gens. Et donc, il est indispensable de transformer, de réformer ces classements. Pour ça, il faut des registres. Tant qu'il n'y a pas de registre, les classements continuent d'exister. Et donc, l'idée, en fait, c'est d'introduire, avec le classement Newsweek, par exemple, un questionnaire qui demande à tous les directeurs et les chefs de service des établissements, il y a 3000 établissements dans le monde aujourd'hui qui sont classés, est-ce que vous mesurez les outcomes patients à travers des indicateurs standardisés, c'est-à-dire publiés dans la littérature, calibrés, et que vous ne bricolez pas dans votre coin? Est-ce que vous les comparez à d'autres équipes? Si vous ne comparez pas, vous regardez le nombril, il n'y a pas énormément d'intérêt. Et si vous le faites, est-ce que vous utilisez un tiers de confiance qui vient auditer vos résultats pour vérifier qu'il n'y a pas de sélection adverse et qu'on ne met pas les cas complexes sous le tapis? Donc, tous ces éléments créent un bonus dans le scoring pour upgrader en fait, des établissements par rapport à d'autres. Et on est au tout début, ça va prendre sans doute des années et des années avant de voir tout ça émerger. Nous, on est assez pionniers et confiants parce qu'on se rend compte, on pensait toujours que les chirurgiens et les praticiens étaient réticents à se comparer. C'est oublier quand même toutes ces années d'études que vous avez fait à la faculté de médecine, en passant un internat, en passant des concours, en passant énormément d'examens, où vous vous êtes remis en question, vous avez été classé, vous avez essayé de progresser, et subitement, le jour où vous prêtez serment, on considère qu'en fait, il n'y a plus besoin de se comparer, il n'y a plus besoin de se former, il n'y a plus besoin de se remettre en question. Évidemment que non. Évidemment que vous gardez en vous cet ADN d'amélioration, et c'est d'ailleurs votre vocation. Il faut lui rendre hommage en objectivant par une mesure comparative. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec les chirurgiens de la main. Thierry Dubert avait fait une brillante présentation il y a quelques semaines au sein de cette communauté pour un instrument fascinant qui s'appelle le Q-Passerelle, qui est un questionnaire qui mesure la qualité de la relation patient-chirurgien. La qualité de la relation patient-chirurgien, aujourd'hui, n'est pas mesurée parce qu'il n'y a pas d'instrument. Avec Thierry Dubert et notre équipe, on l'a créé, on l'a calibré. Ça a donné lieu à une publication dans le Journal of Bone and Joint Surgery, où on a démontré en vie réelle, de manière prospective, qu'à chaque fois que la qualité de la relation patient-chirurgien était bonne, on avait, dans 85% des cas, un retour à l'emploi qui était inférieur à 6 mois. Et quand la relation était mauvaise, après une chirurgie des troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs, on avait, dans 19% des cas, un retour à l'emploi inférieur à 6 mois. Autrement dit, il y a une forte corrélation entre la qualité de la relation patient-chirurgien et la récupération fonctionnelle objectivée par le retour à l'emploi. Je dis ça parce que pour une académie comme la nôtre, il est indispensable de rappeler que le rôle et la mission d'un chirurgien n'est pas que d'affronter au bloc opératoire des défis techniques ou technologiques ou physiologiques, c'est également un rôle de coaching, de training, de relations humaines pour donner au patient l'énergie, le souffle, la confiance en lui pour reprendre son activité, retrouver sa qualité de vie. Donc il est indispensable d'un point de vue pédagogique d'avoir ce type d'outils, de créer ces registres et de vérifier que le score de qualité de la relation patient-chirurgien s'améliore avec le temps, ce qu'on est en train de faire avec le réseau Prévention Main, et on espère revenir avec des résultats dans cette même assemblée. Oui, non, je crois que c'est excessivement intéressant, d'autant plus qu'actuellement, il y a un mouvement pour réfléchir à l'amélioration de la connaissance des résultats, aussi bien du côté du chirurgien que du côté du patient. Et c'est évident. Et d'autre part, on voit que ça commence à bouger pour les critères de qualité et les critères de résultat. Et que notamment, on en parlait tout à l'heure, les problèmes des études randomisées posaient un problème. Et les registres sont en train de monter manifestement en puissance, sont beaucoup plus acceptés par les chirurgiens. On sent depuis 5-6 ans, il y a un changement très important. Ce qui est très important, ce qu'a montré Grégory, c'est le fait que ce soit des registres en vie réelle, parce que sinon, c'est la reproche qu'on fait aux études randomisées. C'est comme pour les médicaments, on prend que des malades qui n'ont qu'une maladie, tout ce qu'il y a autour, ça élimine, et donc on juge, mais on juge avec plein de critères qui ne sont pas forcément les vrais critères. C'est les vrais critères pour la maladie, mais pas du côté du malade. Et donc ça, je pense que c'est important. J'avais une question, c'est
Par exemple, pour l'ophtalmo, vous avez monté tout un tas de critères pour les malades pour répondre. Est-ce que quand il existe déjà des échelles européennes ou nord-américaines, etc., comment on fait pour pouvoir comparer si les échelles ne sont pas forcément identiques? Ou comment on fait si on pense que vraiment une échelle qui existe a quand même un gros problème, ne serait-ce que parce que la chirurgie ou la médecine a évolué et que l'échelle date d'il y a 10 ans et n'a pas intégré quelque chose de nouveau, pour pouvoir justement garder le benchmark après? C'est une question essentielle que vous posez. En clair, il y a un travail de calibration. La mesure subjective en santé, c'est une discipline à part entière. Ça implique des tests statistiques, une analyse de Rasch. Il va falloir vérifier si, par exemple, un questionnaire anglo-saxon, après une traduction selon les guidelines de l'e-sport, est bien intelligible de la même manière par un patient français. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de paresse pour ne pas calibrer des instruments anglo-saxons en français. On va juste faire une petite traduction sur le coin d'une table à Marseille, traduction qui sera légèrement différente de 1% à Bordeaux et qui sera encore de 1% différente à Lille. Autrement dit, alors que ces trois équipes font l'effort de mesurer et de se comparer, elles ne pourront pas le faire simplement parce qu'on n'aura pas calibré la psychométrie de la traduction de l'anglais vers le français. Ce qui nous a pris pour la cataracte à peu près 1 an et demi. Et le deuxième point, c'est qu'on traduit des dictionnaires de données en papier ou en PDF. Ce qui, bien sûr, rend l'émergence du registre impossible parce que sans dématérialisation du PDF, vous avez des dictionnaires de données de 120, 130 items, donc peut-être la moitié ou les 3/4 qui sont déjà dans les soft métiers de vos logiciels métiers, au bloc par exemple. L'idée, c'est de rendre tout ça interopérable avec des extractions pures de données existantes pour éviter les doubles saisies, et puis d'envoyer des SMS aux patients. Mais autant faut-il que le patient ait un accès à on va dire, ce qu'on appelle user experience, c'est-à-dire le patient cataracte, il lui faut des gros boutons. Il va falloir vérifier qu'il va cliquer, par exemple, sur son smartphone et qu'il sait exactement le consentement, le cliquage. Il y a énormément de travail également là-dessus. Et puis l'interopérabilité. Les éditeurs de soft métiers ne veulent pas aujourd'hui modifier d'un iota la rigidité de leur champ. Et ce qu'on a mis en place avec Altium, justement, PromTime vient de signer un partenariat stratégique avec Altium, c'est de créer en fait un standard set universel qui puisse être interopérable avec votre logiciel métier, votre logiciel métier, votre logiciel métier, avec une API qui permet pour chaque point d'entrée de données d'avoir un format universel. La date de naissance, vous allez l'utiliser peut-être avec une année à 2 chiffres ou une année à 4 chiffres. Dans les pays anglo-saxons, c'est le mois d'abord puis le jour. Et bien là, il va falloir harmoniser tout ça pour qu'on puisse se benchmarker, ce qui implique beaucoup de défis technologiques, y compris réglementaires. Jean-Claude? Oui, Hubert, puis Jean-Claude. Vous voulez faire une remarque et puis une question. Là, on a parlé de la cancérologie, mais en chirurgie de l'obésité, par exemple, on est assez frappé parce qu'on a inventé tout un tas de scores pour montrer que le patient a bien perdu du poids. Mais par exemple, à la question, vous avez opéré à cet obèse parce qu'il était morbide et que son espérance de vie était menacée, la réponse de l'opération, c'est oui ou non. Ça, on ne le voit jamais dans les articles. Et pourtant, c'est quand même quelque chose d'objectif, puisque c'était le but de l'opération. Après, on a d'autres éléments objectifs pour juger. Est-ce que vous avez retrouvé un boulot, des choses comme ça. Mais ma question, c'est sur les scores de qualité de vie. Bon, on a tous utilisé l'échelle visuelle analogique ou quelques scores de qualité de vie après des cures de hernie hiatale, etc. Honnêtement, je vais vous dire, moi, j'ai jamais été très convaincu parce que j'ai vu des résultats passer chez mes patients qui m'ont beaucoup surpris. Et j'ai également constaté que les échelles visuelles analogiques variaient d'un étage de l'hôpital à l'autre. Parce qu'il y a des infirmières qui n'ont pas la même démarche. Et donc, ma question, c'est est-ce que les scores de qualité de vie sont fiables? Il y aura toujours moyen de les améliorer. Ils sont fiables parce que, premièrement, vous avez un taux de réponse qui est supérieur à 95%.
Premier point. Donc, ça veut dire qu'en clair, le patient répond. Vous avez par exemple pour les PREM un taux de réponse moyen de 17%. Le patient ne répond pas, donc la pertinence du résultat est déjà suspecte. Au-delà du taux de réponse, il faut aussi considérer que le patient a été invité dans un panel d'experts réunissant des qualiticiens, statisticiens et des cliniciens chirurgiens, et qu'on a proposé différents indicateurs PROM et CROM au patient qui a dit celui-là, je m'en fiche, celui-là m'importe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un taux de réponse aussi élevé, c'est que le patient répond à des questions qui lui importent. Maintenant, si vous avez des case mix et que vous créez en fait, vous stratifiez votre population dans des groupes homogènes, statistiquement comparables, toute la vraie question, c'est d'avoir un tiers de confiance qui audite. Si vous n'avez pas ce tiers de confiance, vous n'aurez pas en fait la garantie qu'à l'étage numéro 2 par rapport à l'étage numéro 1, on a bien utilisé le même protocole pour la mesure. Le dernier point, pour aller dans votre sens et de manière à renforcer l'intégrité de la donnée, c'est également de s'assurer que le patient répond à distance géographique. Parce que si le patient répond uniquement dans la salle d'attente, il va être influé par la géographie et le fait qu'il est à proximité de ses soignants. Donc, ça va bien sûr modifier sa réponse par rapport à s'il répondait en dehors de l'établissement. Autrement dit, c'est ce qui nous amène, par exemple, d'un point de vue méthodologique, à ne pas créer des bornes, ou en tout cas à en limiter l'usage, et ne pas non plus demander à la secrétaire médicale ou à l'infirmière d'aider le patient à remplir, parce que c'est une influence, également un biais. Et donc, le SMS que vous recevez avec un lien, en 3 minutes, 4 minutes, vous répondez à vos petites questions et vous le faites, si possible, en dehors de l'établissement. Si le patient ne répond pas, pour les perdus de vue, PromTime rappelle directement le patient, puisqu'on est auditeur tiers de confiance. On n'a pas à faire de la publicité ou favoriser un tiers par rapport à un autre, mais notre but, c'est d'avoir un taux de réponse supérieur à 80%, qui est le seuil de fiabilité de l'intégrité de la donnée. Jean-Claude, dernière question rapide. Voilà, j'ai bien intégré ce que vous avez expliqué, mais j'ai une petite question un peu prospective. Est-ce que vous ne pensez pas que, avec l'ensemble des données, notamment dans certains pays qui sont beaucoup plus informatisés, qui ont beaucoup plus de data, qui croisent les données sociales et les données médicales ensemble, on peut faire des registres virtuels et avoir, je veux dire, des résultats ou approcher, je veux dire, ce qui nous intéresse dans la santé pour, j'allais dire, l'efficacité, le soin, la qualité, par des données purement, je veux dire, virtuelles, je veux dire, sans avoir à mettre en place l'expérimentation, la participation des patients, etc. C'est proposé par les GAFA, c'est proposé, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais vous voyez que Amazon crée ce type de registre. Vous avez justement tous les GAFA qui se mettent dans la collecte des proms parce que la vie réelle détient une granulométrie d'informations qu'on ne peut pas nécessairement simuler, vu la diversité des paramètres. Le fait qu'il puisse y avoir, par exemple, je ne sais pas, des émeutes, la météo, il peut y avoir plein de facteurs qui fait que tout n'est pas simulable. Le deuxième point, c'est aussi de dire et de démontrer que avec un registre de vie réelle, vous ne bornez pas l'évaluation dans le temps comme dans un essai randomisé. Un essai randomisé, par exemple, il va durer 6 mois avec un objectif d'inclusion. On a sur la thrombectomie mécanique pour les thrombus des coronaires une étude facile, 2 études dans le New England Journal of Medicine qui comparent à la fois avec un essai randomisé et à la fois avec un registre en vie réelle l'intérêt d'une thrombectomie mécanique associée à la technique PCI. Et on découvre dans l'essai randomisé contrôlé du New England en 2015 que l'étude TASTE fait que finalement la thrombectomie mécanique n'a aucun intérêt par rapport à l'absence de thrombectomie mécanique. Étude financée par Medtronic Terumo, publiée dans le New England, niveau de preuve très élevé. Le registre suédois et des pays, tous les pays scandinaves, qui s'appelle SwedeHeart, un registre cardio, mesure en vie réelle depuis des décennies les taux de survie, a randomisé l'inclusion de ces patients dans ce registre et arrive dans le New England avec exactement le même résultat, non pas sur 6 mois, mais sur 42 mois, pour un coût non pas de 15 millions d'euros,
mais de 500 000 euros. 30 fois moins cher, même niveau de preuve, sur une durée beaucoup plus longue. La simulation dont vous parlez, pour moi, c'est l'essai randomisé contrôlé. C'est paradoxal, hein, mais l'essai randomisé contrôlé, le sacro-saint evidence-based medicine, est en train de se voir supplanté par des modèles qui transforment également la manière dont on conduit l'investigation clinique. C'est une bonne nouvelle. Merci Grégory, c'était passionnant.